Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver ici à l'Assemblée nationale pour cette nouvelle cérémonie de remise des prix du Trombinoscope qui chaque année, depuis maintenant 29 ans, récompense des personnalités politiques qui se sont particulièrement illustrées dans le cadre de leur mandat ou de leur fonction. Je vous laisse maintenant découvrir ce palmarès du Trombinoscope 2020 et je laisse la parole à Christophe Barbier, président du jury. Mais 2020 est sans doute l'année la plus atypique et l'une des plus éprouvantes de notre histoire, à l'échelle de nos vies. Donc, à année inédite, palmarès du Trombinoscope, pas comme les autres. Merci surtout à vous tous d'être là, connectés, afin de découvrir les femmes et les hommes politiques récompensés par un prix du Trombinoscope pour l'année 2020. À la ténacité d'une femme engagée en politique s'ajoute l'exemplarité d'un parcours qui montre ce que la République française offre à ceux qui se dévouent pour la servir, même et surtout s'ils ne sont pas nés sur son sol. Enfin, persuadé, non sans raison, que vous allez dans le sens de l'histoire, vous incarnez la constance d'un projet écologique et social, d'une vision de la ville harmonieuse mais vivable, une ville du XXIe siècle. Je pense que dans le rôle du politique, il y a la capacité, en tous les cas, on attend de nous qu'on soit capable de fixer un cap, d'avoir une vision, que ce soit clair, qu'on n'en change pas tous les matins, et que par ailleurs, on puisse aussi convaincre, trouver les mots, à la fois pour toucher, pour entraîner, pour embarquer, pour rassembler. Et pour un politique, ça passe bien sûr par tout ce qu'on peut avoir dans la tête, par son entourage, par ses conseillers, par ses lectures, par ceux qui nous inspirent. Et les sources d'inspiration sont extrêmement nombreuses, mais ça passe aussi bien sûr par une détermination et une volonté et une capacité à tenir dans ces tempêtes. Après des années de domination de l'économie sur la politique, le virus qui affole le monde vous permet de redonner du pouvoir à la politique sur l'économie. C'est beaucoup plus noble, plus humain, moins statistique. La crise sanitaire vous a enfin permis de vous distinguer. Ministre de l'économie, vous aidez, vous prêtez, vous protégez sans hésiter et quoi qu'il en coûte. Cette générosité rend populaire dans un pays biberonné aux mamelles de l'État, quand votre homologue de la santé est obligé de naviguer au gré de l'actualité, sous le feu des critiques répétées. Vous aviez peut-être imaginé dans votre parcours politique de recevoir un jour le prix du Trombinoscope, mais certainement pas devant une salle quasi vide, masquée. Vous écrivez dans votre livre « Pour un responsable politique, il n'y a pas de plus grande chance ni de plus grand honneur que d'affronter la réalité. Cette dernière a certainement dépassé votre imaginaire. C'est votre action, fruit de votre intuition et de votre expérience pendant toute cette année folle de 2020, qui a été reconnue aujourd'hui par le jury en vous choisissant comme ministre de l'année. » Dans le fond, ce n'est pas le ministre de l'année que vous récompensez, c'est le ministère de l'année. Parce que dans le fond, ce n'est pas mon action qui mérite d'être reconnue, c'est vraiment l'action du ministère de l'économie et des finances, qui a été exemplaire d'agilité, de rapidité, de solidité dans cette crise. Et pour quelqu'un qui aime l'histoire, qui est très attaché à la manière dont notre État est construit, notre nation est construite, je dis très souvent à un certain nombre de personnes qui sont présentes dans cette pièce que les deux épines dorsales de l'État français, ce sont les finances et les armées, et que c'est vrai depuis la monarchie absolue. Eh bien, j'estime que quelques siècles plus tard, les finances ont apporté la preuve que dans une période de tourmente comme on n'en a pas connue depuis 1929 ou depuis 1945, quand il fallait verser des aides à des millions d'entreprises, quand il fallait débloquer en 48 heures 130 milliards d'euros de prêts participatifs, quand il fallait inventer en moins d'une semaine un fonds de solidarité pour des centaines de milliers d'indépendants et verser 3 semaines plus tard 1 500 € à chacun, quand il fallait adapter les dispositifs en permanence pour s'assurer que ça couvrait absolument toutes les situations, à chaque fois, les finances ont répondu présent.
quelque chose qui a beaucoup manqué au début du quinquennat, c'est une fibre populaire. Et c'est en ce sens qu'on a souhaité, ça nous est apparu comme une évidence, vous remettre le prix de la révélation politique de l'année, parce que vous faites sans doute partie de ceux qui peuvent contribuer à combler un peu cette défiance qui s'est creusée avec les institutions, même si à titre personnel, vous avez encore un petit peu de chemin, il faut le dire, en matière de défiance avec les magistrats. On vous donne donc 3 semaines, ça fait 8 mois que vous êtes là, avec un joli bébé qui arrive probablement au Parlement cet été. Comme dirait Claude Lelouch, votre ami, avec qui vous avez parfois tourné, jusqu'ici, vous avez plutôt crevé l'écran. Oui, moi, dans 3 jours, le double, voire le triple de ce que certains d'entre vous avaient misé, au fond, sur moi. On m'a donné quelques semaines, et puis j'étais ingérable, on allait me virer, je me renierais, je partirais. On ne m'a pas viré, enfin, pas encore, et je n'ai pas du tout le sentiment de m'être renié, pas un seul instant. Puis enfin, pour faire bref, parce qu'il faut être bref, je me suis penché sur la liste de mes illustres prédécesseurs. Figurez-vous que je me suis rendu compte que le président de la République avait par 2 fois reçu ce prix que j'ai l'honneur de recevoir ce soir. Et soyez certains, puisque 2 fois ça conduit inéluctablement à l'Élysée, que je me contenterai d'une seule remise de prix. Merci beaucoup. Il arrive aussi que les jurys aient du nez. Et je ne dis pas cela pour être en odeur de sainteté auprès de notre président bien-aimé Christophe Barbier. Quand nous avons décidé de vous récompenser, c'était pour saluer votre talent en matière d'extension du domaine de la majorité. Depuis juin 2017, vous siégez effectivement dans cette noble maison en tant que représentant de la 4e circonscription de vos terres montagneuses. 15 mois plus tard, vous êtes devenu président du groupe Modem de l'Assemblée à la place de votre poteau, Marc Fesneau, promu au gouvernement. À ce titre, chaque mardi, vous débarquez à la table du Premier ministre pour le rituel petit déjeuner de la majorité. Vous vous asseyez régulièrement à celle du président pour le dîner. Vous devenez un rouage de la Macronie et cela se remarque. Mignolette, comme vous surnomment vos copains centristes, il boit, il fume et qu'est-ce qu'il cause ? Mais rassurez-vous, ce n'est pas un journaliste qui va s'en plaindre. Évidemment, une pensée pour la Savoie, parce que, à ma connaissance, lors de cette belle cérémonie, il n'y avait jamais eu de député savoyard qui avait été distingué. Et donc, c'est une façon de penser à mes terres. Et puis, je voudrais dire un mot de politique, parce qu'il y a ici 2 personnes qui furent mes maîtres, Michel Mercier et Bernard Louis II, qui m'ont beaucoup appris, et dit-on, m'ont appris à être habile. Mais ils m'ont surtout appris que l'habileté n'était pas une fin en soi, que l'habileté devait être mise au service de l'intérêt général, de convictions profondes et de quelques combats qu'on s'honore à mener. Et vous avez fait référence à la proportionnelle. Évidemment que les choses sont difficiles, mais les seuls combats qu'on perd sont ceux qu'on ne mène pas. Et donc, sans y revenir de trop, parce que vous m'avez laissé 3 minutes, je voudrais juste vous dire qu'il y a ici, dans ces élus de la République réunis en Assemblée nationale, des talents, des convictions, pas seulement des polémiques. Il y a des femmes et des hommes qui sont amoureux de leur pays, qui ont des convictions ancrées, et il faut respecter la démocratie représentative. Loin de s'abriter derrière les murs épais, parfois du Sénat, et parfois un confort qui peut paraître anesthésiant du lieu, eh bien, elle porte au contraire le fer dans la plaie pour révéler la noirceur du projet islamiste. Et trop souvent, nous avons tendance, nous, parfois journalistes, à tomber à bras raccourcis sur le travail, sur l'action des politiques de nos élus. Alors surtout, il ne faut pas bouder le plaisir et l'intérêt quand il s'agit au contraire de souligner un véritable travail de fond au service des citoyens, au service de la vérité, au service évidemment de la République. Je suis sénatrice depuis presque 3 ans,
et demi maintenant. Et c'est vrai que j'ai un attachement viscéral à nos institutions, à ce bicamérisme et au travail que nous pouvons porter tous ensemble, de façon transpartisane, comme vous l'avez rappelé, au nom et au service de notre République. Une République qui fait l'objet de nombreuses attaques. Et c'est vrai que la commission d'enquête sur la radicalisation islamiste nous a permis de porter notre conviction qu'une poignée d'individus cherche à déstabiliser notre société en faisant d'une norme religieuse un diktat. En tout cas, en mettant cette norme religieuse au-dessus des lois de la République. Donc merci encore pour vos encouragements et comptez sur nous, comptez sur moi pour continuer ce combat qui m'est cher. Merci. Ce combat que je le mène parce que je suis une petite fille de la République, je n'oublie pas d'où je viens. Je me suis engagée en politique jeune, j'avais 18 ans, un peu à contre-courant, parce que quand j'étais lycéenne, être lycéenne et s'engager à droite, c'était pas très commun, j'ai envie de dire. Mais voilà, c'est probablement parce que mes parents m'ont transmis un certain nombre de valeurs que je suis là aujourd'hui. Mais je veux dire, ce combat que je mène aujourd'hui, plus que jamais, je le mène parce que je pense que notre pays est tellement fabuleux, notre pays offre tellement de choses à tous celles et tous ceux qui ont la chance de venir, soit de venir vivre ici, soit d'être nés ici, que je ne supporte pas qu'on l'abîme. Vous incarnez une gauche sociale, mais aussi sensible évidemment à l'écologie, offensive sur la sécurité. Vous prônez un monde solidaire, plus respectueux des personnes et de l'environnement, avec une première grande promesse que vous avez tenue, celle de la gratuité des transports publics. C'est inédit dans une métropole de cette taille et vous avez commencé à la mettre en œuvre le week-end, mais en assurant que bien sûr elle va s'étendre. Les idées, c'était la gratuité des transports. Et quand on est un élu local du vieux monde ou du monde, on est confronté à cette défiance permanente, où les gens ne nous croient plus, ne pensent que la politique ne peut plus rien changer. Eh bien, nous promettons, il faut donc faire, et merci d'avoir souligné que cette grande mesure qui concilie justice sociale et exigence environnementale, qui est la gratuité des transports, nous l'avons mise en œuvre en septembre, et nous allons continuer en septembre prochain, et à mi-mandat, notre réseau de transport sera le plus grand réseau de transport à offrir la gratuité. Beaucoup de choses n'ont pas pu être mises en œuvre et c'est dommage. Le 31 décembre dernier, c'est par cette phrase qu'Angela Merkel a résumé la présidence allemande du Conseil européen. Une formule lapidaire, sans fioriture aucune, du pur Angela Merkel. Beaucoup prédisaient une fin politique crépusculaire. Dans ses récentes mémoires, Barack Obama, l'un des 4 présidents américains qu'elle aura connus durant ses 15 ans, l'a décrit comme, je le cite, fiable, honnête, intellectuellement précise, une belle personne. Au regard de son action en 2020, une dirigeante qui peut aussi désormais espérer entrer demain au Panthéon européen. Et une fois de plus, dans des temps particulièrement difficiles pour l'Europe, la France et l'Allemagne ont fait front commun et donné une impulsion décisive à la résolution de la crise en Europe grâce à une initiative commune. Permettez-moi donc tout d'abord de vous dire tout mon plaisir d'accueillir une nouvelle fois la remise des prix du Trombinoscope. Cette tradition a toute sa place dans ces salons de l'Hôtel de la Cé, même si l'Assemblée nationale, comme toute la France, se trouve un peu empêchée et engoncée dans cette phase de pandémie. Je tiens à saluer M. François-Xavier Dayer, éditeur du Trombinoscope. Il a su transformer en quelques jours cette cérémonie qui attire de nombreux élus et journalistes, par temps clément, en une cérémonie vidéo respectant distance de sécurité, gestes barrières et autres normes prudentielles. Je veux vous remercier d'avoir permis, pour quelques instants, de nous l'avoir fait oublier, et à toutes les personnalités célébrées cette année par un prix du Trombinoscope, je veux dire mon estime sincère et chaleureuse. Merci de votre attention.
Je tiens à remercier les prestigieux lauréats de leur présence, le jury d'avoir délibéré avec sérieux et notre partenaire BKI Consulting. Je vous donne rendez-vous dans un an pour un nouveau palmarès du trombinoscope à la veille des élections présidentielles, ce qui ne manquera pas d'intérêt. Je vous remercie.